Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. Nous savons que la nature nous fait du bien, mais comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous, ses bienfaits et ses mystères? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct par téléphone avec Chantal Pradine. Bonjour Chantal. Bonjour. Je vais vous présenter Chantal dans quelques instants. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais commencer par un poème de Victor Hugo. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Les arbres ont toujours été une source d'inspiration pour l'homme. Mais les arbres sont aussi comme nos meilleurs amis, si on réfléchit au fil des millénaires, parce qu'ils nous ont nourris, ils nous nourrissent, ils nous chauffent, ils nous protègent pour construire nos maisons, nos cabanes, pour construire nos meubles. La roue aussi, c'est quand même un des premiers éléments, c'était la roue. Et au niveau de la santé, les écorces d'arbres nous sont utiles. Le saule blanc, c'est comme l'aspirine. Les peuples autochtones, en tout cas dans les forêts, se servent de l'écorce du saule blanc. Il y a plein d'autres types d'écorces qui sont utilisées. C'est aussi l'ombre. Ils permettent de nous ombrager. Ce qui permet également aussi d'abaisser la température avec l'évapotranspiration. Ils sont source de biodiversité au bord des champs, dans les forêts. Mais c'est aussi une source d'émerveillement au niveau esthétique. Quand on voit une forêt ou des allées d'arbres, il peut y avoir un émerveillement. Ça crée un tableau. Et là, on rentre dans la saison de l'automne. On sait bien que la saison de l'automne et toutes ses couleurs souvent nous émerveillent. Et ces histoires d'allées d'arbres, ça a traversé les siècles. Et les allées d'arbres, on les retrouve tout au long des routes, des voies, des canaux. Quand on rentre des fois dans certains châteaux, dans certaines demeures, ils dessinent en fait le paysage. Et ces allées d'arbres, en fait, peuvent être protégées. Et pour en parler, c'est avec Chantal Pradine. Chantal, vous êtes centralienne, ingénieure en travaux publics, et en fait, finalement, vous étiez d'abord dans le monde de la route avant d'être dans le monde végétal. À l'heure d'aujourd'hui, également, vous êtes déléguée générale de l'association Allées Avenue, qui est une association pour la promotion du patrimoine culturel, naturel et paysager que constituent les allées d'arbres. Et en fait, ceci est né, vous vivez dans un village avec des routes bordées d'arbres et une des routes, une des allées d'arbres ont failli être abattues en 2005 et évidemment, vous avez œuvré pour éviter cela. Et vous avez, entre autres, écrit et présenté un rapport auprès du Conseil de l'Europe. Et en 2016, ça a servi de base pour établir un article du Code de l'environnement, justement, sur les allées d'arbres. Alors Chantal, ma toute première question, comme je la pose à chacun de mes invités, que représente la nature pour vous? Eh bien, je crois que vous avez dit le mot auquel je pensais avec nature, c'est le mot émerveillement. C'est pour moi une source d'émerveillement, je pense, pour tout le monde, le vivant. Et c'est aussi un lieu de calme, de repos, d'intériorité. D'accord. Et alors, concernant plus particulièrement les allées d'arbres, parce que c'est toute je lisais différentes choses justement sur le site. Les allées d'arbres, c'est toute une histoire culturellement, esthétiquement, au niveau de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez, nous en dire plus sur tout ce qui a pu être en termes de recherche et d'élaboration autour des allées d'arbres? Oui. Alors, c'est un sujet passionnant et hyper riche qui nous ramène à l'histoire du jardin italien, jardin de la Renaissance, du jardin à la française, et qui du coup a essaimé dans tous les pays européens et au-delà. Donc c'était cette manière d'aménager les jardins comme une architecture qu'on a repris aussi pour des raisons utilitaires le long de nos routes, mais quand même avec toujours une volonté d'embellir, d'avoir un lieu où il soit bon de se promener. Donc ces deux notions, embellissement, promenade, sont très liées.
Et bien sûr, comme vous le rappeliez, il y a tout l'intérêt des allées d'arbres pour la biodiversité, puisque dans les grands espaces agricoles ou même en ville, ce sont souvent les seuls corridors écologiques ou des habitats bien particuliers. Et l'ombre, les îlots de chaleur et l'ombre nécessaire, c'est une évidence aujourd'hui, je crois. Et alors par rapport déjà juste au niveau culturel, on retrouve effectivement des allées d'arbres un peu dans différents. J'imagine que dans le rapport que vous avez présenté entre autres au Conseil de l'Europe, comment ça se passe dans les autres pays, quelle est la place des allées d'arbres aussi dans les autres pays? Alors déjà, ce qui est intéressant de raconter par rapport aux autres pays, c'est que eux ont gardé justement le terme français d'allée pour désigner toutes ces plantations qui bordent un chemin, une route, une rue ou un canal. Donc vraiment le mot français ou un mot très proche dérivé du français. Et dans les pays, ça dépend un petit peu des régions, ça dépend de l'histoire. Toute l'Europe de l'Est a conservé énormément d'allées d'arbres parce qu'ils avaient peu de circulation. Quand nous, on en a abattu dans l'Europe de l'Ouest dans les années 60 pour élargir les routes et pour des motifs de sécurité routière. Et aujourd'hui, on a donc des pays qui protègent leurs allées d'arbres ou des régions qui protègent leurs allées d'arbres de manière très forte, comme le land du Mecklembourg en Allemagne, donc celui qui est tout au nord-est, qui les protège dans sa constitution. Voilà. Si on veut peut-être dire un mot sur la sécurité routière, la situation a évolué beaucoup et des études ont été publiées, dont une que j'ai réalisée moi-même et qui a été publiée aussi, qui montre qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre le risque d'être tué ou blessé dans un département donné et sa richesse en arbres d'alignement. Il y a énormément d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et donc il y a des départements comme la Haute-Garonne qui ont beaucoup d'arbres de bord de route et où finalement on n'est pas plus en danger que dans d'autres départements qui n'ont pas d'arbres. D'accord. Parce que une des motivations de l'abattage peut-être de certains des allées d'arbres, c'est la sécurité routière ou la sécurité tout court. Ça a été un grand motif, dans les années 60-70 et ça s'est poursuivi jusqu'à l'adoption de la loi en 2016, puisque maintenant on ne peut plus abattre pour sécurité routière. D'accord. Et qu'est-ce qui est mis en place en fait pour permettre de comprendre comment fonctionnent les arbres et quelles sont l'utilité ou il y a l'esthétisme, mais leur utilité auprès des, d'informer les collectivités ou. Donc l'association a publié cette année un mémento sur la protection des allées d'arbres, où on reprend justement l'article de loi et son décret d'application et on le décrypte et on donne des bonnes clés de gestion en renvoyant vers tout ce qui existe déjà, parce qu'en fait il existe des tas de choses sur la bonne gestion des arbres. Le tout est de le faire connaître. Voilà, donc ça c'est un outil qui est en ligne sur notre site et qu'on veut diffuser le plus largement possible. D'accord. Parce que donc il y a tout cet aspect-là, et après vous dans votre parcours, dans vos recherches, je sais pas, est-ce que vous êtes allé à la quête des témoignages de personnes qui sont dans des villages, dans des villes, entourées d'allées d'arbres, voir quel est leur rapport à tout ça, est-ce qu'il y a une sensibilité? Je dirais que c'est... Alors, pour faire le rapport au Conseil de l'Europe, évidemment, je suis allée voir en particulier des gestionnaires et des associations. Donc, voilà, et il existe un réseau au niveau européen de gens qui s'intéressent à cette thématique et qui échangent assez régulièrement. Et puis, pour un autre de nos projets pour cette année, qui est le colloque
international que nous organisons à Carcassonne en novembre. Là, on avait demandé, par les réseaux sociaux, entre autres, et puis dans nos réseaux, si les gens voulaient témoigner justement de ce que les allées d'arbres pouvaient représenter pour eux. Et on essaiera de porter aussi ça dans le cadre du colloque. D'accord. Et vous avez déjà une petite restitution de ce que ça représente pour eux ou... Non, là, c'est trop tôt pour dire des choses très précises, mais l'importance, je pense à des témoignages de gens qui disent, une personne, un Hollandais, qui raconte comment, pour lui, quand on lui dit allée, il voit l'allée qui menait chez ses grands-parents, et chez ses grands-parents, il y avait un tableau représentant cette allée, et tout petit, il était déjà fasciné par ce tableau. Et maintenant, adulte, il dit, s'il y a une chose dont je veux hériter de mes grands-parents, c'est ce tableau, rien d'autre. C'est émouvant, en fait, et ça montre bien l'attachement ce que provoque en fait la nature, et cet attachement, non? Donc, l'allée d'arbres, c'est la nature avec l'homme. Et il y a énormément d'histoires, justement, qui montrent ce lien très, très fort entre les hommes et ces arbres. Je pense aux allées mémorielles qui ont été plantées après la Première Guerre mondiale, pendant et après la Première Guerre mondiale, dans les pays du Commonwealth. Les soldats qui venaient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande connaissaient pas les routes plantées d'arbres comme on les avait en France. Ils ont été fascinés. Ils ont écrit à leur famille, et leur famille, pour leur rendre hommage, plantait un arbre à leur nom, et ces allées existent toujours. Elles sont appelées les Avenues of Honor. Donc on a ça aussi en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc. Les premières allées d'arbres datent de quand? On peut dire que ça a vraiment commencé au milieu du XVIe siècle. À peu près en même temps. Bon, ça a commencé avant, mais de manière beaucoup plus anecdotique, et ça a commencé à se généraliser au milieu du XVIe siècle, à la fois dans les jardins et avec le premier édit français qui ordonnait de planter le long des grands chemins, donc des routes. Et en même temps, on plantait aussi sur les remparts des villes pour à la fois servir de bois en cas de siège, pour masquer le mouvement des troupes, mais aussi avec une volonté d'embellir et d'avoir un lieu de promenade. Voilà, donc ça a commencé vraiment à cristalliser à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est tout le débat entre nature et culture, en fait. Parce que, si on prend dans les plaines, les forêts, même déjà les peuples premiers, en fait, ils façonnaient finalement la forêt. On oublie de le dire, d'ailleurs, parce qu'on parle toujours de forêt sauvage, mais ils l'ont quand même façonné aussi parce que suivant leurs besoins et tout ça. Et donc là, on voit comment l'homme façonne avec la nature, et toute l'histoire actuelle, c'est comment réunir nature et culture et non pas la séparer. Exactement. C'est fondamental, et c'est tellement riche, en fait, c'est cette interaction avec l'homme qui donne la richesse et l'intérêt. La nature peut se débrouiller sans nous. Enfin, je veux dire, sans homme, une planète continue sa vie, mais quel intérêt? En tout cas, pour nous humains, c'est l'intérêt dans la relation, que ce soit entre personnes ou avec le reste du monde vivant. Je vous propose de vous questionner pendant cette pause musicale, justement, de cette relation entre l'homme, la nature et la culture. Et on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et ben voilà, chers auditeurs, nous nous retrouvons donc pour l'émission. Mon invité d'aujourd'hui, Chantal Pradine, qui
qui est délégué général de l'association Allées Avenue. Et nous sommes en train de parler des allées d'arbres, puisqu'il y a une loi également un article de loi qui a été mis en place, qui a été établi en 2016 pour la protection des allées d'arbres. Et nous étions en train de parler, on vous a laissé un petit temps de réflexion sur le lien entre nature, culture et l'homme. Et je vous propose qu'on continue notre échange parce que c'est passionnant. Chantal, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du climat, de la biodiversité, de la protection de la nature, alors que la nature peut se défendre toute seule. Et on oublie là-dedans toute la notion de culture. Nous étions en train d'échanger hors antenne. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager donc? Oui, effectivement, cette dimension culturelle manque très souvent et on a beaucoup de mal quand on parle de culture à intéresser les gens qui s'intéressent à l'environnement et réciproquement. Donc il y a vraiment tout un travail que nous essayons de faire à Allées Avenue, Allées d'Avenir, tout simplement parce que les allées d'arbres sont vraiment à la croisée du chemin. La culture, c'est il y a une notion de projet, il y a une notion de mise en relation entre les êtres. Il y a de transmission surtout, d'enrichissement par les échanges. Quand ça concerne les allées d'arbres, quand on regarde l'histoire, on voit comment c'est passé d'un pays à l'autre, comment on s'est copié, comment il y a eu des hommes de l'art qui ont défini des règles, comment ça a été apprécié, comment ça a été éventuellement utilisé, mais avec des variantes locales. Il y a tout ça, toute cette, à la fois une notion de continuité et de quelque chose de vivant avec des variantes et de l'humain, vraiment. Est-ce que ce serait pas un moyen justement parce que tout le monde n'a pas forcément accès à la forêt, à un parc. Après s'il y a une allée d'arbres, c'est qu'il y a une proximité quand même avec la nature. Mais est-ce que ce lien, parce qu'on pourrait dire, on disait en première partie d'émission que nature et culture sont assez séparés, alors que c'est je reprends les peuples premiers. En fait, la nature, c'est leur culture, quoi. Et donc, quand on parle de culture et nature, faut pas qu'on s'éloigne, parce que quand on regarde la culture, des fois, on regarde la chose plutôt d'un point de vue comme un objet, j'allais dire, si on prend l'élément, alors que ça fait partie de nous. Donc, est-ce que finalement, par les allées d'arbres, par toute cette sensibilité, ce serait pas une façon d'amener les gens par leur côté sensible à cet aspect culturel ou esthétique, à les ramener en lien avec la nature? Oui, bien sûr. Parce que, comme vous le dites à l'instant de manière très juste, notre première entrée quand on voit une allée d'arbres, en fait, c'est l'émotion esthétique en général, donc le côté paysager. Et c'est après... Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est toutes les autres couches, faire découvrir tout le reste qu'il y a derrière, donc cette richesse à la fois historique et cette richesse en termes de biodiversité. Par exemple, j'ai aussi publié un article dans la revue Vertigo qui est en ligne sur la biodiversité spécifique des allées d'arbres et leur rôle pour les espèces des listes rouges, avec les conséquences que ça doit avoir en termes de gestion. Donc c'est des passerelles qui se créent entre des disciplines différentes qui me paraissent intéressantes et importantes. C'est essentiel, tout à fait. Et quand on parle d'allées d'arbres, on ne peut pas occulter l'actualité, c'est-à-dire Thomas Braille qui jusqu'à quelques jours était en grève de la faim pour éviter l'abattage d'une allée d'arbres pour la construction près de Toulouse de l'AA69. Là, visiblement, il est descendu de l'arbre parce qu'il entamait une grève de la soif également. Donc par rapport à ça, pourquoi l'article dont vous allez également nous le présenter, cet article justement qui permet d'éviter l'abattage des allées d'arbres, pourquoi il ne peut pas s'appliquer là en l'occurrence, ou qu'est-ce qui se passe?
Donc cet article, qui est l'article L 350-3 du Code de l'environnement, prévoit qu'il est effectivement interdit d'abattre les arbres ou de leur nuire, mais avec des dérogations possibles qui ont une certaine légitimité, parce qu'on peut pas non plus imaginer qu'on fige le monde, les paysages dans un état donné pour les 100 ans ou les 200 ans à venir, ça n'a pas de sens. Donc, il est possible de déroger à cet article pour des travaux d'aménagement, de construction et autres. Par contre, donc en l'occurrence, l'A69, c'est le cas. On veut aménager une route, donc là, il y a une possibilité de déroger. Néanmoins, le principe général de cet article, c'est quand même la protection des allées, ce qui veut dire que ça doit être le principe directeur et que si on veut faire un aménagement, il faut commencer par analyser de manière très fine ce qui fait l'intérêt à la fois paysager, culturel et environnemental d'une allée d'arbres, et voir quelles vont être les conséquences de l'aménagement et comment on va pouvoir faire en sorte que l'aménagement diminue le moins possible les valeurs positives de cette allée. Or, ce genre de travail est pas fait jusqu'à présent, et en particulier pour l'A69, n'a pas été fait sérieusement, d'autant que ce sont des projets qui ont démarré dans les têtes et dans les cartons il y a, je pense, une vingtaine d'années. Donc, à un moment où les enjeux étaient complètement différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a ce décalage d'échelle de temps qui fait que aujourd'hui, on peut pas comprendre comment on peut abattre des platanes centenaires qui tiennent debout quand on sait combien ça va être difficile de faire reprendre des jeunes plantations avec les canicules qu'on a, les sécheresses, etc. On remplace pas un arbre ancien par un arbre jeune. Donc là, il y a une lacune évidente dans l'analyse des enjeux. D'accord. En vous écoutant, j'étais en train de me dire, c'est intéressant, n'empêche, vous venez du monde de la route et voilà, et vous liez quand même les allées d'arbres, donc il y a toujours ce lien finalement du chemin. Ouais, et donc du coup ça affine en plus votre regard. Vous avez à la fois le regard technique de votre première partie là, et à la fois ce regard autour des arbres. Donc c'est riche en termes d'apport. Alors si on reparle juste, donc il y a des exceptions sur cet article de loi. Il y avait, j'avais noté, il y avait quelques points en fait où il fallait absolument regarder les points importants qu'il fallait regarder au niveau de cet article. Il y avait trois points, je crois. Oui, ce qui est important, c'est ce que j'évoquais là, c'est que en fait, quel que soit, dès qu'on a affaire à une allée d'arbres, il faut se poser la question de sa valeur. Donc, je dis toujours CBA, culture, biodiversité, aménité. C'est facile à retenir. Donc, quelle est sa dimension culturelle? Donc, les Suédois qui protègent aussi leurs allées ont un petit guide dont on peut s'inspirer qui permet de comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire par essayer de donner une valeur culturelle, enfin d'évaluer cette valeur culturelle. Pareil, biodiversité et aménité, ce sont toutes les autres atouts de ces allées d'arbres, que ce soit justement pour l'ombre, pour la gestion de l'eau, pour le paysage, etc. Et donc, être capable de connaître la valeur de son allée et de faire en sorte que toutes ces qualités soient
pas dégradé, voire amélioré par une bonne gestion, par le soin qu'on va mettre, l'intelligence qu'on va mettre dans un projet de manière à éviter la zone où il y a les arbres, en faisant attention aux racines, etc. Parce que l'important aussi de l'article L350-3, c'est que c'est pas seulement l'abattage qui est interdit, mais c'est aussi tout ce qui va nuire à l'arbre et donc compromettre à terme son existence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques, de mauvaises pratiques d'élagage aujourd'hui ou de choses qui sont au niveau des racines. L'arbre meurt pas tout de suite, sauf que 10 ans après, il tient plus. Donc c'est comme si on l'avait tué à petit feu. Et donc là maintenant, parce que ça va être diffusé, c'est diffusé auprès des collectivités. Donc le mémento que nous avons fait donc pour éclairer justement cet article de loi, on va le diffuser. Il est en ligne et on va le diffuser auprès des collectivités. Entre autres probablement au salon des maires grâce à un sponsor. Voilà. Et il faut que chacun s'en empare et le fasse connaître, c'est sûr. Oui, c'est ça, que ce soit connu, parce que moi, très honnêtement, malgré mon fort intérêt à tout ça, voilà, jusqu'au moment où je vous ai rencontré, je n'étais pas au courant. Et justement, alors, où on peut vous retrouver? Il va y avoir différentes manifestations là très prochainement. Alors la prochaine, c'est le 26 octobre à Châlons en Champagne, où on organise notre 2e rencontre nationale des acteurs des allées d'arbres avec la ville de Châlons, où là on a une matinée sur le terrain où on découvre le patrimoine de la ville de Châlons, la manière dont il est géré, les problématiques que ça soulève, et c'est en fait une journée d'échange. L'après-midi est en salle, une journée d'échange donc entre les participants qui peuvent être aussi bien des paysagistes que des gens de l'administration, que des gestionnaires d'arbres ou de voiries. Voilà, pour réfléchir ensemble et justement et des arboristes bien sûr, des experts en arboriculture et autres. Tous ceux qui ont intérêt dans la matière. Et puis notre 2e rendez-vous, c'est donc le colloque international du 19 au 21 novembre à Carcassonne, qu'on co-organise avec le conseil départemental de l'Aude, et qui a comme titre La beauté essentielle des allées d'arbres. Donc en fait, on y parle des allées d'arbres comme quelque chose qui nous fait vivre. On y aborde l'aspect biodiversité avec des chercheurs suédois qui, eux, sont très pointus sur cette thématique. L'apport pour la santé mentale avec une équipe menée par une chercheuse danoise aussi, avec une approche un peu novatrice, mais qui conforte tout ce qu'on sait sur le bienfait, etc. Des apports historiques sur les allées d'arbres en Suède, en Lituanie, en Italie, etc. Et puis une journée sur vraiment la beauté, comment la beauté nous fait vivre, et le risque, comment on prend en compte ces dimensions dans nos politiques. On terminera par la déclaration de Carcassonne sur la beauté essentielle des allées. Écoutez, on va finir sur cette belle note. La beauté des allées d'arbres. Eh bien, Chantal, je vous remercie. Vous pouvez retrouver toutes les informations, donc, allées au pluriel, _6, avenue au pluriel.eu, et vous aurez toutes les informations. Merci Chantal, à très bientôt. Chers auditeurs, je vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Radio Grand Lac.